Yes, salut, salut. Donc là aujourd'hui on va recevoir Jason pour parler de son livre là qui est incroyable, de tout un dénivelé historique et sur de la médecine chinoise, disons, et ça fait sauter pas mal de préjugés ou d'idées préconçues qu'on pouvait avoir sur le sujet. Alors je vais inviter Jason. Euh, si Jason. Allez. Invité. Alors, il est invité. C'est super. Eh bien, c'est parti. Y arriver. J'espère que ça va le faire. Bon, en attendant, oui, enfin, c'est vrai que moi j'adore l'idée de prendre le temps d'écrire un livre parce que ça demande une grosse synthèse. Bonjour Jason, bienvenue. Salut Ludovic. On a réussi encore, On a réussi, ouais, c'est bon. on a domestiqué la machine. Bah, écoute, je suis vraiment content de te recevoir parce que c'est vrai que tu as pu, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant, le temps passe si Ouais, vite ça. oui, Et c'est vrai. Ouais. Et j'ai vu que, enfin, tu as publié ce livre, la Acupuncture et médecine chinoise. Alors, comme tu le dis si bien, à la demande de tes patients, parce que c'est vrai que c'est des Ouais, thèmes qui sont très vastes et vraiment, je suis admiratif de la synthèse que tu as pu faire de toutes ces choses. c'est gentil. Ouais. Et donc tu es praticien en médecine chinoise dans le côté Pays Basque, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça fait 11 ans là que je suis en cabinet là maintenant. Cette année, j'attaque la 11e année. D'accord. Et voilà, je suis sur Biarritz. J'ai mon cabinet à Biarritz. Et puis voilà, j'ai fait un cursus un peu classique comme tout le monde, hein. Ouais. J'ai étudié à l'Académie Wang à Toulouse. Je sais pas si ça te Ah, parle. oui, bien sûr. Qui est une grosse école toulousaine qui est dirigée par le docteur Wang, D'accord. qui est une médecin et chercheuse chinoise de l'Académie de recherche de Pékin. Et bon voilà, je fais mon cursus classique de 5 années avec un stage clinique à Pékin Wow. pour terminer. Et puis après, bon, comme tout le monde, on continue à se former On n'arrête jamais, hein. plus ou moins tous les ans. On Ouais. n'arrête jamais, voilà, c'est ça. On n'a jamais fini, c'est ça qui est bien. Et puis voilà, tu vois, je termine une formation donc avec le docteur Edouard Neal qui m'a beaucoup influencé sur la compréhension que j'ai aujourd'hui des théories fondamentales de la médecine chinoise. Effectivement, très pointu, hein, Ouais, 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 effectivement, et qui est spécialisé dans l'étude donc du Huangdi Neijing, comme je te le disais, qui est donc l'ouvrage fondateur de notre si belle médecine. Voilà. c'est sûr. Donc oui, bah, Wang Dinajing, parlons-en, parce que c'est vrai que c'est des textes qui sont presque mythiques, hein. On parle d'une reconstruction du texte en 500 avant Jésus-Christ, quoi, hein, donc, Ouais, 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 ouais. Donc c'est probablement plusieurs. On parle de voilà du classique interne de l'empereur jaune, mais on pense que c'est plusieurs auteurs ou même plusieurs courants de pensée médicaux de l'époque. Alors tous les sinologues sont pas d'accord. Certains vont dire que c'est l'époque des Han, ouais, d'autres que c'est antérieur, peut-être dans la période des royaumes combattants. ouais, Bon, en tout bien sûr. cas, voilà, c'est une période où il y a eu une synthèse probablement de différents courants médicaux et de certaines théories, notamment les théories naturalistes, qui ont donné la fameuse théorie Yin-Yang, les courants de pensée Huang-Lao qui basaient leur théorie sur l'observation des phénomènes naturels et la Et ça, conformation effectivement, de la... c'est Ouais, c'est- pardon. c'est issu, les 5 éléments en sont issus ou Oui, les de... théories des 5 mouvements, de toute façon, sont issues des théories Yin-Yang. Ouais. Et donc les courants, notamment Huang Lao, qui sont des courants de l'empereur jaune en fait, hein, si tu veux, Mm. qui étaient voilà, c'est sur la base de l'observation des phénomènes naturels cycliques, on va ordonner la société et l'individu pour se conformer à l'ordre des choses, au Tao en fait, hein. Et donc voilà, c'est probablement des courants de pensée qui ont fortement influencé la pratique médicale, Bien sûr. qui était assez différente finalement quand on lit un peu l'ouvrage de ce que l'acupuncture nous propose aujourd'hui aussi dans certains courants de la MTC contemporaine en tout cas.
Et c'est vrai que Euh, je note quand même qu'il y a quand même une vraie volonté de parler de maladies, de choses comme ça, alors que c'est vrai que les plus hauts niveaux, enfin, traditionnellement, on dit que les plus hauts niveaux de médecine chinoise, c'est l'entretien de la vie, au contraire, c'est-à-dire corriger son alimentation, son mode de vie, ouais. dans Bah, les choses les plus enfin, simples, en fin de ouais, compte. ouais, effectivement, il y a une grosse part de préventif, mais c'est aussi, quand tu lis l'ouvrage, il y a énormément de curatifs. Mhm. Et les techniques d'aiguille qui sont présentées sont presque chirurgicales sur certains points. Mhm. Tu vois, le docteur Neal parle même de chirurgie subtile pour qualifier certaines techniques d'acupuncture qui étaient présentées dans l'ouvrage. Les 9 aiguilles Euh, de Ling Fu. voilà, il y a 9 aiguilles traditionnelles et 26 techniques, 26 méthodes de poncture différentes, Mhm. dont celle qu'on utilise principalement aujourd'hui, qui est la stimulation des points d'acupuncture, Mhm. regroupe à peu près deux techniques sur les 26. Ouais. Donc, ce qui fait que Ah, c'est, il y a un nombre, on peut les diviser en deux grandes parties, si tu veux. Il y a les techniques qui visent à traiter la physiologie des zangs, des organes, par ouais. le biais de la poncture des régions de communication, de transport, les points chauds notamment, qui étaient ces Ouais. régions assez importantes. Et ensuite, toutes les autres techniques visent globalement à rétablir la circulation du sang Mhm. et à traiter des syndromes d'obstruction en fait dans les tissus, D'accord. voilà, ou dans les vaisseaux. Oui, de type stase de sang ou autre. Par exemple, voilà, où tu utiliseras la saignée, Mhm. comme les techniques, voilà, la poncture en tache de léopard, comme il l'appelait, qui est en fait une technique qui vise à faire de la micro-saignée sur des régions où il y a des stases de sang en fait, hein. Ouais, Voilà, les techniques qui vont libérer les obstructions dans les tendons, dans le tissu conjonctif, donc dans le fascia, dans les tissus de stockage, etc. Donc globalement, tu as des variantes, mais elles visent toutes plus ou moins à rétablir un flux de circulation normal mhm. du chi et du sang en fait. Ouais. Donc, finalement, les techniques qui visent à traiter les points d'acupuncture, c'est pas qu'elles sont pas importantes, c'est juste que comparativement aux techniques qui visent à rétablir les obstructions de la circulation, elles sont beaucoup moins nombreuses finalement. Ouais. Donc comparativement à ce qu'on fait aujourd'hui, nous, en tout cas ce qu'on apprend dans nos écoles, c'est une Oui, petite partie, quoi. bien sûr. Mais et toi, est-ce que tu as, parce que c'était à l'époque, c'était quand même les seules médecines qu'on avait à disposition. Donc en fait, elles devaient se charger de tout. Je sais qu'il y Hmm. a l'huile sabre, notamment qui sert pour les abcès, ce genre Oui, de choses. qui voilà, qui aujourd'hui se fait Voilà. par la Ouais, chirurgie, beaucoup, donc ouais, c'est ça. voilà, non. Ouais, je veux dire, Voilà. on n'a pas, enfin, est-ce que tu as l'occasion, toi, d'appliquer certaines de ces... Certaines techniques, oui, 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 dans les formations que j'ai faites. Donc, tu as des techniques qui vont utiliser des aiguilles avec des diamètres plus ou moins importants, suivant l'effet que tu recherches. Alors, la longueur, bon, ça dépendra de l'anatomie de ton patient ou de la région que tu cherches à traiter. Mais voilà, les aiguilles assez fines qui vont tourner autour de 0,20 mm de diamètre, plus ou moins, elles servent essentiellement à nourrir une région en chi et en sang, en fait. Ouais. Tandis que les aiguilles plus épaisses, où on va rentrer dans des diamètres de 0,40, 0,60, 0,70 même, qu'on trouve pas, voilà, ce qui font des aiguilles assez costauds là pour le Les coup. patients aiment moins. Là, l'aiguille est un outil finalement qui permet de libérer, d'ouvrir les tissus quelque part. Un peu Mhm. comme si tu avais deux pages d'un livre qui étaient collées et que tu utilisais une lame très fine pour, tu vois, les décoller sans les déchirer. Donc, ce qui fait que la palpation aussi rentre en compte dans le choix des régions qu'on va traiter. C'est important, hein. Ouais, 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 ouais. Notamment pour palper les tissus en surface, entre la couche du derme et musculaire, le fascia notamment, parce qu'il y a Ok. souvent des obstructions dans le fascia. Tout ce qui est Euh, scarification, ce genre de choses, Tout ce qui est, pardon, je t'ai pas entendu. sur les scarifications, les problèmes de cicatrices. Voilà, les fibroses cicatricielles, par exemple, on peut avoir des effets très intéressants, qui est une obstruction, hein, qui est une des formes d'obstruction assez importantes d'ailleurs, mais voilà, dans des formes moins importantes, tu vas retrouver des régions qui sont obstruées dans le fascia
Mhm. et qui empêche le flux de circulation localement du chi et du sang de se faire, et Et plus globalement dans la chaîne globale du méridien en fait. bien sûr. D'ailleurs, Donc parlons-en. Euh, tu me partageais le fait que l'idée que la traduction du mot méridien elle-même était quand même peu adaptée finalement à ce bah, qu'on disons, parle. disons qu'elle, à mon sens, elle laisse trop de liberté à l'interprétation de chacun. Donc, quand on regarde un peu l'idéogramme, qui est le même, qui est utilisé d'ailleurs pour parler dans le Huangdi Nei Jing, Jing est le terme qui est traduit par méridien, mais que dans ce cadre-là, qui est traduit par classique. Ah oui, C'est-à-dire que c'est l'image d'un fil de chaîne du métier à tisser finalement. Donc c'est l'image de ces fils verticaux dans un tissage qui font la structure et la solidité d'un tissu, ouais, et qui donc dans les structures et les motifs qu'on peut observer dans la nature sont associés à des motifs longitudinaux, verticaux, qui se structurent dans l'anatomie des organismes vivants. Donc d'où le terme méridien qui fait référence à une ligne longitudinale finalement, mais une ligne imaginaire. non, mais- Donc c'est pour ça que dans l'ouvrage, je me permets de réutiliser la traduction de Neil, qui utilise le terme axial ou longitudinal, ouais, qu'on va retrouver par exemple dans les végétaux avec le tronc, par exemple le tronc d'un arbre se structure de manière verticale, et autour de ces structures verticales, on a des motifs qui s'organisent, des motifs un peu réticulaires, ouais. qu'on appelle luo. L'idée du fractal qui se déploie, quoi. Voilà, un peu, ouais. Et on retrouve ça dans la fougère, par exemple, pour prendre une image, Parlante, oui, oui, oui. parlante. On va retrouver ça aussi dans les fleuves et dans les affluents des fleuves. On a des grandes structures de circulation de l'eau dans la nature qui se Bien structurent de sûr, la même manière. bien sûr. Et bien évidemment, on va le retrouver dans l'anatomie humaine, Mm. certes plus complexe, mais néanmoins conséquente des mêmes schémas d'organisation intangibles en fait. Donc Et j'ai vu une étude sur le sujet, là, comment ça s'appelait ce livre? Un professeur de thermodynamique justement qui avait mis en évidence ce principe de le fait que la matière se déploie toujours dans la direction où il y a de moins de résistance en fin de compte. oui, Et d'accord. effectivement, Ou c'est le plus facile. c'est ça. Toujours cette Voilà, petite recherche de facilité et voilà. le flux se déploie. Enfin, tu vois, il n'a pas peur de se séparer s'il peut Hmm. pas facilement, quoi. Et Donc donc en fait, on retrouve ça dans l'anatomie humaine finalement quand on observe, quand on regarde des artériographies ou des angiographies des membres. Tu vas avoir des structures artérielles ou veineuses qui traversent les grandes articulations et qui ont une orientation verticale, axiale. ouais, Et généralement autour de ces grands axes, de ces grands fleuves, de ces grandes rivières du corps, tu as toute une organisation collatérale, donc que nous on nomme en médecine chinoise l'uo. oui, Euh, voilà. ouais. Mm. Et l'uomai dans le cadre des structures qui véhiculent les flux sanguins notamment. D'accord. Mais tu as effectivement les fascias, toi qui connais un peu, qui se structurent un peu de la même manière. Mhm. Les structures osseuses, la colonne vertébrale et les côtes, par exemple, se structurent de la même manière. Vraiment, Voilà, les bronches, les bronchioles, etc., etc. Donc il y a un schéma d'organisation, ce qui rend l'anatomie en plus super passionnante là pour le coup, parce que c'est oui. pas juste on ouvre le capot et puis on regarde, on décrit. Non, non, on cherche à observer un modèle d'organisation Mhm. qu'on retrouve aussi dans la nature. Ouais, c'est ça. Il y a une Voilà. cohérence entre tout et c'est l'idée du microcosme dans le macrocosme. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, il y a un modèle d'organisation, il y a plusieurs modèles d'organisation, mais qui se retrouvent à toutes les échelles en fait. Effectivement, c'est l'idée de, Et réseau, de microcosme, macrocosme et de résonance aussi. de guanine, hein, c'est ça. Hein. Voilà, Kuan Yin, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est des termes qui sont quand même très intéressants à développer parce que quand tu regardes que finalement notre barrière de compréhension humaine, elle est à peu près au niveau de la médecine, enfin de la mécanique quantique, avec tu sais, cette cohérence entre les phénomènes qui est encore inexplicable qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas. Enfin, tu vois, il y a cette Hmm.
d'intervenir sur un système finalement rend inopérant le système d'observation. C'est un peu l'idée du Tao, de la spiritualité, où finalement le Tao est pas exprimable par les mots, mais parce que finalement, à partir du moment où on s'empare, on donne une forme à l'idée, elle n'est plus l'idée, quoi. Oui, et puis il y a aussi cette notion pour le Tao, c'est que c'est le principe de respiration, donc c'est un phénomène en mouvement permanent. Oui. Donc à partir du moment où tu le nommes, tu figes quelque part ce phénomène qui est un processus continu en fait. Mhm. Donc c'est aussi cette idée-là de quelque chose qu'on peut nommer parce que c'est un processus changeant permanent. C'est vrai. Donc Ouais, voilà. je lisais ce matin, oui, justement, tu sais, un des fondateurs tu sais, c'est le Falun Gong, tu sais, le travail de la roue, c'est une forme, disons que c'est pas vraiment un Qigong dans le sens où c'est au-delà, quoi, hein, et l'idée du Gong, c'est le développement la force, enfin, tu sais, la compétence, en fin de compte, et, Oui. et cette roue, c'est la Falun, c'est la swastika, donc Hmm. le placement de la grande ours dans les systèmes. Et il explique effectivement qu'en fait, chaque fois que tu montes en niveau, en fait, tu te rends compte que tout ce que tu as fait avant, c'était obsolète, quoi. Hmm. À chaque fois on dit quelque chose, on le met en forme, bah, finalement, on est déjà passé au niveau supérieur, ce qui rend la chose, enfin, seul parcellaire quelque part, hein. Hmm. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, je trouve un des éléments les plus intéressants enfin, dans toute cette étude chinoise, c'est l'importance justement des temps, des climats. C'est cette swastika qui finalement décrit le trajet de la grande ours Hmm. tout autour du zodiaque pendant l'année. Hmm. Euh, c'est vrai que c'est des symboliques tellement anciennes. Oui, oui, bah, que tu vois, on retrouve même, j'en parle dans le bouquin, j'ai fait une petite dédicace, on retrouve ça dans la croix basque, Ah chez les oui, Basques, tu vois, oui, avec leur croix qui est un svastika, en fait, ouais, hein, un peu arrondi, tu vois, quelque part. Mais bon, grâce à Dieu, hein. ils ont un emblème qui est un svastika, les Basques, tu vois. Et oui, oui, mais t'as cette interaction ciel-terre, en fait, hein, finalement, qu'on connaît bien, nous, en médecine chinoise, La qui est base. l'interaction d'un modèle enfin, de ce souffle, de cette respiration cosmique qui se structure dans l'univers en quatre directions autour d'un centre qui Ouais, donne les cinq mouvements et qui crée en réponse sur Terre, pour le simplifier, de manière semi-tangible, une expression en six climats. ouais, Et de manière plus tangible en structurant les organismes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en structure longitudinale et radiale. Et mhm. donc on a aussi six grands canaux, six grands méridiens qui correspondent à ces expressions semi-tangibles climatiques aussi. Bien sûr, mais d'ailleurs, c'est très impressionnant en cabinet. Enfin, d'une journée, enfin, tu sais, d'une semaine à l'autre, là, par exemple, on vient de finir la période de la chaleur au 21 Mm, juillet. mm. La semaine d'après, t'as plus les mêmes pathologies qui viennent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, t'as une réponse, une sensibilité même des pathologies, ça nous on le sait très bien, C'est clair. à des différents phénomènes climatiques ou à des variations des cycles qui nous concernent, comme l'alternance du jour et de la nuit ou les saisons. Mhm. Moi, je le vois très très bien ici dans la région où je suis, puisque c'est une région qui est extrêmement humide, Ouais, et donc forcément, humidité excessive, voilà, on a des pathologies euh, qui résonnent particulièrement avec ce climat, comme les problèmes ORL respiratoires, comme voilà. certains problèmes de digestion articulaire, enfin de rétention d'eau, qui au moins s'aggravent en présence de ce climat. D'accord. Si ce n'est pour les gens qui sont pas de la région et qui, tu vois, qui arrivent, qui aménagent dans une région comme celle-ci, qui ont déjà des pathologies de ce type, en général, il y a une aggravation de leur symptomatologie. Et puis il y a ceux qui déclenchent des pathologies à cause de l'humidité pathogène. Mhm. Donc là, dans ce cas-là, l'humidité est le facteur primaire causal en fait de la maladie en fait. Bien sûr. Euh, ça- alors que Tu- chez certains, elle est seulement un facteur, enfin seulement, c'est déjà important pour eux, mais elle est seulement un facteur aggravant. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je sais pas si tu travailles avec les Basel, le tronc et branche de l'année et tout ça, mais c'est vrai que moi c'est ce que je fais en préambule, c'est-à-dire que Mm. finalement, suivant leur branche en particulier, tu es tout de suite capable de prévoir.
quels seront les climats favorables et défavorables, quoi. Ouais. Sachant qu'en plus, il peut y avoir un caractère inné Ouais, sur cette sensibilité, mais il peut y avoir un caractère acquis aussi. ouais. C'est-à-dire que la sensibilité à un climat peut être une conséquence d'une pathologie. Hmm. Donc, c'est-à-dire qu'en régulant un tableau clinique, on observe aussi chez certains une tolérance, une meilleure tolérance à un facteur climatique qui auparavant Pathogène. était voilà plus voilà pathogène pour la personne. Voilà. Donc, Oui, un peu comme avec les allergies, finalement. ouais, voilà, c'est ça. C'est Hmm. exactement ça. Ouais, c'est une intolérance, mais qui est liée à un tableau clinique spécifique. Donc ça, c'est ce que j'ai pu observer. Effectivement, une fois que tu régules le tableau clinique, la Mhm. tolérance à tel ou tel climat revient à peu près à la normale. Ouais. Donc effectivement, comme les allergies, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, parce que c'est vrai qu'à notre époque où on voit autant de maladies auto-immunes, de choses comme ça, c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte que finalement, il y a juste un petit réglage à faire et que c'est juste une difficulté à raisonner, le fameux Guanyin qu'on Hmm. évoquait Oui, plus. oui. Et c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a enfin, cette notion de résonance, elle est pas du tout commune dans nos médecines, enfin dans notre conception, je dirais, j'oserais dire cartésienne, même si, enfin tu vois, je suis pas tu vois, on parle de Oui, traduction, oui. je suis pas du tout Bah, d'accord avec la en traduction. fait, finalement, la différence fondamentale, c'est que la médecine chose tient compte de la santé d'un individu Mhm. dans son écosystème. Ouais, Tu vois, c'est la différence pour moi, une des différences fondamentales, c'est que la médecine conventionnelle, la santé est pas pris en compte en regard du milieu dans lequel évolue l'individu. bien C'est sûr. l'individu est en bonne santé, point barre. Et encore, faut définir ce qu'est la santé. Oui, l'OMS, pas ce tout qui, à ce qui, fait d'accord avec ce cette qui est pas très définition. clair, ce qui est pas très clair d'après l'OMS quand on regarde la définition. Il y a quand même une notion, comme tu disais, d'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que on sous-considère finalement les facteurs de bien-être social, mental. Tu vois, c'est Mm. des notions. L'émotion, tu vois, c'est quand même un des trucs, je trouve, en médecine chinoise où on a un gros avantage de compréhension que on sait que l'émotion, elle vient pas de la tête, mais du ventre. Oui. Mm. Avec la présence des organes et tout ça. Et Mhm. c'est vrai que ça fait une énorme différence quand on commence à parler tu sais, des systèmes nerveux mésentériques, toutes ces Mm. choses-là, dans cette compréhension de la gestion des émotions, etc. Parce que tu te rends compte que ça passe beaucoup par l'alimentation, en fait. Et qu'une Mm. des grosses parties du stress que les gens vivent en ce moment, c'est souvent parce qu'ils mangent trop sucré ou, tu vois, ou pas. Oui, bah, ça, c'est un des facteurs, effectivement. Et puis, pour venir sur l'écosystème, toutes les deux pratiques aujourd'hui préventives de la MTC, que sont la diététique, effectivement, et les pratiques corporelles comme le Qigong, la particularité, c'est qu'elles, effectivement, elles s'organisent autour du respect de l'environnement. Mhm. Mhm. Je peux te dire que, par exemple, moi qui vis dans une région qui est extrêmement humide, l'été, alors on le sait tous, hein, mais c'est encore plus vrai dans un milieu humide. La consommation d'un régime un peu crudivore méditerranéen, Ah oui. elle pose vraiment problème dans une région humide en fait, voilà, Ah où ouais. en fait tu apportes trop d'aliments de nature humidifiante dans un climat qui est de nature humide. Mhm. Mhm. Donc t'accentues ce que l'environnement déjà tend à favoriser Ouais, ouais. comme manifestation clinique ou comme voilà prédisposition Mais c'est parce qu'on a un air saturé en humidité et que ça a des implications sur le système ORL respiratoire, sur le liquide synovial, sur l'humidification de nos selles, enfin bref. bien sûr, bien sûr. Ah non, mais c'est fascinant parce que tu te rends compte qu'en fait, tu vois, c'est pas parce qu'un régime correspond à une certaine population qu'en fait il est bon. Voilà. Bien, C'est ce que je dis à mes patients, tu vois, je leur dis le régime méditerranéen, on nous dit souvent en Occident que c'est un des meilleurs régimes au monde parce qu'il est peu calorique, il y a de bonnes graisses, donc pour la santé cardiovasculaire, c'est un régime intéressant. Moi, je leur dis c'est le meilleur régime au monde pour ceux qui vivent là-bas. Ouais. En fait, c'est c'est en fait quand on étudie, c'est comme une plante dont on va s'occuper, apporter les nutriments, l'eau qu'il faut. Ça dépend aussi de son milieu, essentiellement de son milieu. Et donc peut-être que l'apport en eau dans un climat chaud et sec et dans un climat chaud humide sera pas le même Bien sûr. pour une même espèce parce que ben voilà, il y a des modulations propres au milieu naturel.
qui nous concerne aussi forcément, puisqu'on en fait partie. Complètement, complètement. On a juste oublié qu'on en faisait partie peut-être en Occident parfois. Et Voilà. on s'est trop éloigné de la nature, c'est vrai. Alors, tu sens qu'il y a quand même une volonté de tout un chacun de se rapprocher des aspects, l'écologie, tu sais, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, mais tu sens qu'il y a quand même du chemin encore à parcourir. Ouais, ouais, ouais. Ne serait-ce que quand tu parles des variations saisonnières, tu vois, tu sens, puis même par rapport en Occident et puis en France particulièrement, par rapport au rythme qu'on a de Mhm, société, où la société fonctionne selon un schéma presque antagoniste aux saisons, puisque la rentrée se fait en septembre, enfin bref, mhm, les gens mhm. reprennent en septembre, donc c'est-à-dire à l'arrivée de l'automne. Et il y a que moi les patients qui bossent, tu vois, qui vont être agriculteurs ou qui vont être Bien sûr. maraîchers, qui comprennent très très bien les saisons, même beaucoup mieux que je dirais que la plupart des gens, puisqu'ils ont une compréhension des saisons qui est la même que nous. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, le printemps commence en février. Tu vois, il commence pas fin mars. Tu vois. Ah, ouais, ouais. Donc Bah, pour discuter. ça, c'est très occidental comme philosophie Ouais. de faire les choses. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pense toujours à l'acmé. Pour nous, le solstice d'été, c'est l'acmé de la saison, alors que c'est l'acmé de la saison. En fait, c'est le Oui, c'est pas le début. début. Voilà, c'est ça. Et, et donc ça, c'est vrai que ça crée un décalage monstrueux de pensée, en fin de compte, au final. Hein. Voilà. Comme je dis à mes patients, ça les déprime souvent. Je leur dis après le solstice d'été, c'est le début de la fin de l'été. ça, ça déprime tout le monde en général Ah, quand je dis ça. c'est vrai. Et Ouais. mais voilà, il y a une volonté il y a beaucoup de patients qui sont curieux. Tu vois, quand tu fais de la pédagogie, que tu expliques cette histoire ça leur permet de comprendre aussi cette histoire de sensibilité climatique, hein, cette histoire de s'accorder à l'ordre naturel Bien pour sûr, de faire comme font tous les écosystèmes naturels, comme tous les organismes vivants finalement, parce que finalement eux ont pas trop le choix. bien sûr. Nous on a l'illusion du choix, l'illusion puisque finalement si on respecte pas les lois naturelles, au bout d'un moment il y a un retour de bâton quoi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et puis, à plus ou moins long terme, hein, parce que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'aspects de nos vies ces dernières années qui changent très vite. Enfin, tu sais, on nous parle Alors moi, je parle pas trop de réchauffement climatique, mais plutôt de changement climatique. Je suis dans le Jura, le réchauffement climatique, je ne connais pas. Pas encore. Ben, mais même peu importe, tu vois, que finalement, que ça soit un réchauffement anthropique ou naturel, parce qu'il y a Oui, des paramètres, par exemple orbitaux, des cycles naturels à des échelles de temps. Toi qui fais du baseux, tu le sais bien, comme la précession des équinoxes ou oui. les cycles de Milankovitch, qui sont des cycles de paramètres de variation orbitaux de la Terre sur des milliers et des milliers d'années, qui Ouais. produisent des changements à des échelles de temps certes plus longues, Mhm. plutôt à des échelles géologiques, mais qui vont produire les variations comme les glaciations, les périodes interglaciaires. Et puis, Ben, quoi qu'il arrive, on doit s'y adapter, tu oui, vois. enfin, et apparemment, enfin, tu sais, j'ai quand même l'impression enfin, enfin, tu sais, on n'en est pas à notre première humanité quelque part. Enfin, Hmm, je pense que, parce que tu sais, on parle donc là, tu parles des cycles de Milankovitch avec le placement de la Terre autour du Soleil, l'orientation, etc. hmm. L'activité solaire elle-même est sujet à des grandes variations. Oui, ouais, ouais, t'as des cycles de 11 ans, par exemple, qui Allez, sont à l'échelle humaine, qui nous concernent quand même, un peu et plus, qui sont des paramètres naturels qui peuvent, nous on le sait bien avec la théorie des Wu-Yun-Liu-Chi, tu vois. bien sûr. On sait que ce qui est décrit sur ces cycles de 60 ans peuvent faire varier l'expression des saisons, l'influence du ciel et l'influence des dynamiques climatiques, De la Terre. voilà, d'une année à l'autre. Et l'idée, c'est tu vois, comme je dis à mes patients, par exemple, on apprend nous des indications un peu figées quant aux contre-indications, aux indications qu'on peut donner en prévention en fonction des variations saisonnières, Ouais. en termes d'alimentation, par exemple. Au printemps, il y a des indications, des contre-indications, mais Mhm. qui sont valables lorsque le climat du printemps est cohérent avec la saison. Bien sûr. Voilà. Si tu as un climat qui est trop froid, évidemment, ces conseils, tu les réadapteras pour qu'ils soient cohérents avec ce que le climat froid va induire chez la population.
tu le vois dans ton jardin, hein, il y a des trucs, il y a des années où il y a des trucs qui poussent et des années où il y a des trucs qui poussent pas, quoi, hein. Ouais, ouais, Et ouais. là, c'est une année de courgette, mais pas à concombre, par exemple, Ouais. hein. Courgette monstrueuse, mais pas de concombre. Il fait pas Pas de assez. concombre. Oui, voilà. Donc voilà, donc il y a une approche finalement de la santé qui est qui prend la variable de l'environnement. Mhm. C'est-à-dire que c'est l'être humain en bonne santé dans son milieu naturel. C'est pas en bonne santé tout court. D'ailleurs, la définition dans le Ling Shu, dans le Huang Din Jing de l'être humain en bonne santé, d'ailleurs, elle est souvent d'ailleurs, elle est souvent pas donnée dans les écoles, curieusement. C'est bizarre, hein, parce que pour comprendre la maladie, faut savoir qu'est-ce que la santé aussi. C'est pas. Et, euh, et la santé est décrite comme globalement une circulation sanguine optimale Mhm. qui suit les schémas respiratoires des cycles naturels, donc des variations des cycles circadiens et des saisons. Un Mhm. peu à l'image de la sève finalement, tu vois, Bien sûr. qui subit des mouvements de montée et de descente, sauf que nous, c'est des mouvements un peu différents qui reproduisent les schémas yin-yang un peu respiratoires, Bien sûr. Et de dilatation et de contraction. oui, tu vois, enfin, tu sais, on dit différent parce que c'est adapté à l'échelle humaine, mais finalement, c'est pas C'est la même chose. la même chose. On voit le sang, comment dire, arriver à la surface en été, en Hmm, profondeur en hiver. C'est voilà. pas C'est forcément le juste que, voilà, comme je dis à mes patients, l'équivalent des racines, ce sont pas nos pieds pour nous, ce sont les dzangs, c'est les organes. Et ça. donc, il y a un mouvement, voilà, respiratoire, centrifuge, centripète, grosso modo, Ouais, ouais, en fonction des variations de température et de luminosité. bien Donc, sûr. finalement, on subit des modifications similaires. Et ce qui est très curieux, c'est que finalement, quand on étudie la biologie végétale, par exemple, on étudie l'organisme et sa physiologie par rapport à l'environnement et aux variations de son environnement, mais on le fait pas, peut-être pas autant à mon sens, ni en pratique clinique d'ailleurs, en Occident, pour l'être humain, tu vois. Ah, Ne c'est vrai que serait-ce, je trouve que moi j'aime, enfin, je trouve qu'en Occident, le mantra, c'est quand même d'être capable de traiter n'importe quoi, n'importe quand. Hmm, Euh, Alors que c'est vrai que pour des maladies aiguës, c'est effectivement ce qu'il faut faire, quoi, hein. Mais par contre, hmm. et là aujourd'hui, je crois, j'ai quand même le sentiment que le gros souci, c'est moins les maladies aiguës que les maladies chroniques qui sclérosent totalement les populations, quoi. Oui, oui, bah parce que on a une approche qui est plus orientée traitement de l'aigu, donc du symptôme, Mhm. traitement des branches, ce qui est utile dans certains cas, évidemment, ne serait-ce que pour la douleur, pour soulager. Mais tu prends le cas de patients migraineux, on va leur donner peut-être des triptans ou des antalgiques, mais Mhm. ça traite pas le mécanisme C'est pour ça, physiopathologique de la migraine, tu vois. Ça bien sûr. traite la douleur aiguë, ce qui Mhm. est important puisque ça permet de vivre avec. Mais il faut une approche aussi qui, complémentairement à celle-ci, puisse C'est ça. ce que font les Chinois d'ailleurs, hein. Et puis, j'ai quand même, et puis cette prise en charge globale, tu vois, d'une Mm. personne. Aujourd'hui, c'est vrai que le médical est tellement limité qu'on est obligé de se contenter de travailler sur les symptômes. Mais c'est vrai qu'avec un peu plus quand on élargit de relations à la personne, tu sais, les trois piliers de la santé, hein, l'équilibre alimentaire, postural et puis émotionnel. C'est le rapport Mm. aux autres. Quand tu vois les gens dans les états où ils se mettent, tu sais, dans leur rapport aux autres, ça nous abîme fortement nos émotions. C'est ce qui nous coûte probablement le plus cher dans la vie, quoi, hein. Euh, Mm. et c'est vrai que ça, c'est très très mal pris en charge, quoi. Enfin, jusqu'à une période récente, on entendait dire, tu sais, c'est dans votre tête, tu sais. Mm. En Oui, fait, mais ça c'est quand c'est aussi dans le cadre de pathologies où il y a à l'examen clinique de médecine conventionnelle, tu n'as pas, il y a rien à se mettre sous la dent quelque part. On voit ça beaucoup avec la fibromyalgie. ouais. Où tu as des douleurs qui ont une nature un peu particulière, alors que nous en médecine chinoise c'est des douleurs qu'on connaît bien. Hmm. T'as un examen clinique qui révèle pas grand-chose dans certains cas, donc voilà. Soit Beaucoup. c'est je sais pas, soit parce que l'examen a besoin de révéler. Tu
vois, quand tu traites des reflux gastro-œsophagiens, les patients qui font des fibroscopies, qui ont des gastrites, bon, bah, il y a un diagnostic qui est posé, on peut expliquer pourquoi il y a du RGO. C'est Voilà. parce qu'il y a une gastrite. Peut-être qu'on peut pas expliquer pourquoi il y a une gastrite, mais bon, Moins on on a sait. déjà, Ouais, non, voilà. mais Mais ceux qui ont rien à la fibroscopie, ouais, on va quand même leur donner peut-être des IPP, ça va les soulager, mais on saura pas peut-être expliquer pourquoi il y a du reflux, bien parce que sûr. l'estomac ne manifeste aucun changement clinique. Mm. Et Et donc la médecine chinoise a un intérêt particulier là-dedans aussi, puisque nous on peut comprendre par notre examen à nous ouais, les changements, les modifications fonctionnelles qui peuvent être à l'origine d'un reflux gastro-œsophagien ou autre chose, peu importe. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est sûr que. Parce que le problème, c'est vrai que tout ce qui est en lien avec. Parce que c'est les drogues toxiques, telles qu'on les appelle, hein, dans les textes chinois, c'est quand même à un moment donné quelque chose qui est utile sur un instant T s'il faut faire quelque chose. Mm. Si on est obligé d'en arriver là, c'est qu'on est déjà très en retard sur le processus. Mm. 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 Oui, oui. Et C'est c'est vrai qu'il a eu le temps de bien se développer, ouais. que tranquillement, ouais, ouais. Et souvent c'est ça qui est dommage, parce que c'est là où il y a le plus de travail en tant que. Enfin, je sais pas si c'est un problème, mais c'est vrai qu'en médecine chinoise, on vient nous voir avant Lourdes, quoi. Tu sais, les gens, Oui, c'est ça, ouais. et après, ils disent, bon, bah écoute, je vais peut-être aller voir un acupuncteur, tu vois. Et alors, C'est jamais, ouais. c'est quand même triste quand on y pense. Ouais. Finalement, on a quand même une place un peu ingrate dans toute cette chaîne Ça, voilà. Ça tend à évoluer, mais c'est, voilà. On sort les rames, quoi, quand même, hein, tu vois. Ah, et puis Tu vois, surtout, moi, dans ma région, moi je travaille beaucoup en cancérologie. ah oui, L'acupuncture, ça y est, a été reconnue comme soin non médicamenteux dans la prise en charge des effets secondaires des traitements classiques. Donc moi je travaille dans un centre d'oncologie qui ah s'occupe ouais, des soins de support où l'acupuncture est une des thérapies la plus utilisée, avec bravo, la réflexologie aussi d'ailleurs. Et puis, je travaille beaucoup en relation avec une clinique à Bayonne, tu vois, qui a, qui a fait une prise en charge multidisciplinaire pour la prise en charge de la douleur chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose, par exemple. d'accord. Donc là, il y a 3 thérapies qui ont répondu aux études, c'est l'acupuncture, l'ostéopathie et le yoga. Ah oui, d'accord, Voilà, tu vois. Bon, intéressant. et à l'hôpital de Bayonne, tu vois, ils sont en train de faire une étude pour ça va t'intéresser sur les effets du Qigong sur certaines leucémies. D'accord. Donc bon, ils s'y intéressent. C'est un peu lent, hein, on rame un peu, mais Moi, tu vois, ce qui me gêne dans toutes ces études qui sont faites, c'est quand même qu'on est sur, tu sais, valider le fait que, tu sais, oui, ça peut marcher, et puis, tu sais, genre, bah, débrouillez-vous, faites marcher votre machine, mais personne oui, de, d'essayer de comprendre les mécanismes, comment ça marche, quoi. Et ouais, c'est des questions qui existent depuis très longtemps. Enfin, là, je lisais Robert Hobecker, tu sais, Body Electric, et déjà dans les années 70, l'armée américaine qui utilisait des procédures acupuncturales à l'époque pour sur le terrain, hein, donc pour arrêter les saignements, euh, mhm, enfin, tu vois, des procédures lourdes, eh bien, ils savaient que ça marchait, mais ils savaient pas comment ça marchait, quoi. mhm, mhm. Ou ils ont fait pas mal de mesures, de choses comme ça. Enfin, tu vois, l'idée des points d'acupuncture, c'est encore une fois, moi, je suis assez d'accord avec toi aussi sur la traduction et assez, comment dire, légère, disons, pour décrire enfin, la magie que ça représente, ce système de vortex électrique induit par la circulation du fascia autour. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Et c'est vrai Ouais, et puis il y a finalement les régions en tout cas décrites dans le Neijing qui paraissent les plus importantes, c'est finalement ces régions, ces ce qu'on appelle les points chauds, parfois les points chauds antiques en France là, pour des raisons qui me que j'ignore encore, ces fameuses régions de transport, de communication en fait, qui décrivent finalement par une analogie avec la circulation de l'eau euh, aussi l'anatomie vasculaire et veineuse en fait. Parce que quand tu regardes la structure des vaisseaux dans les régions qu'on appelle les régions puits qui sont aux extrémités, les régions etc etc, tu te rends compte que ça décrit quand même bien par analogie ouais, ouais, l'organisation des structures qui font circuler le sang tout à fait. et qui voilà a priori communiquent
d'une manière ou d'une autre avec les fonctions viscérales en fait. Ouais, complètement. De toute façon, il y a ces chaînes enfin ces chaînes de fascia, elles sont démontrées anatomiquement depuis. Hmm. Oui, oui. Bah de toute façon, elles sont décrites dans le Link Shu aussi, hein, tu vois, avec les ce qu'on Mais appelle nous les méridiens tendinomusculaires, hein. oui, notamment. Et puis, je pense que l'idée, c'est que c'est toujours imbriqué, quoi. Hein. Donc, ça veut dire Hmm. Oui, oui. musculaire, Bah il y a du fascia qui recouvre les chaînes musculaires, t'as le fascia viscéral, t'as plusieurs il est à tous les niveaux, hein, quelque part. voilà. Ouais, ouais, il y a une Que ces gens font, enfin, personne fait le lien. Tu vois, dans nos milieux, moi j'ai l'impression que les gens commencent à parler fascia, mais en tordant un peu le nez. Et puis à l'inverse, les gens qui font des fascias, ils savent pas qu'il y a toute une intelligence dessous. Enfin, on voit des kinés qui font tu sais, de la poncture sèche sur des fascias. Oui, ouais, Bon, les kinés font ça, ouais. bien, tu vois, de poncturer, mais enfin, il y a d'autres, enfin, il y a une telle intelligence de la poncture que c'est dommage de ne faire que ça, quoi. Enfin, tu vois, Oui, et puis tu sais, il y a aussi une vision en Occident. Moi, je connais beaucoup de praticiens. Il y a aussi une vision parfois chez certains, pas tous évidemment, mais très New Age qui a été infusée. J'en parle un peu dans le livre, tu sais, dans le chapitre sur et l'histoire. Les Chinois en ont profité d'ailleurs de ça dans leur donc, traduction de Zhongyi, parce qu'ils ont traduit non pas médecine chinoise, mais médecine traditionnelle, oui, parce qu'ils savaient que ça aurait un certain succès en Occident. oui, Ils avaient raison. ouais, ouais, Et tu vois, c'est pour ça que je pense que il y a un manque de culture. Moi, je commence à me former en chinois et en chinois ancien. Tu te rends ouais. compte qu'il y a un manque de culture et que la compréhension de la langue, elle est fondamentale, n'en Mm. déplaise à certains. Parce que, surtout pour le chinois quand même, hein, surtout le chinois classique, tu te rends Donc, compte que, enfin, personne parle le latin. Pourtant, oui, voilà, les gens sont issus, mais c'est pas pour ça qu'on parle le latin. voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'écoutais un truc très intéressant sur la Chine qui disait qu'en fait, les Chinois, ils n'étaient pas très intéressés, eux, par enfin, le fait d'aller à l'extérieur. Nous, on aime voyager, tu sais, etc. Mais les Chinois, eux, ils sont très centrés, en fin de compte. D'accord, Tu vois, ils ont cette notion d'autosuffisance. En fait, tout ce qu'ils produisent, ils ont les compétences aujourd'hui pour produire mieux et ils atteignent ouais. des. Et regarde, tu sais, c'est l'histoire de DeepSeek, là, l'intelligence artificielle chinoise, qui Oui, est oui. aussi performante que notre chat GPT, mais pour une infinité, tu sais, une infime partie du prix, tu sais, c'est quand même génial. Et je crois que, en fait, c'est des gens qui n'ont pas forcément besoin de l'Occident. Ils ont un marché intérieur gigantesque. Enfin, tu vois, il y a peut-être bien quand même, enfin, tu sais, une volonté de leur part enfin, tu sais, de pas forcément partager les arcanes de leur pratique non plus, quoi. Enfin, Hmm. voilà ce que je veux dire. Nous, on est toujours curieux, on a toujours envie d'aller, tu sais, découvrir des nouvelles cultures, mais finalement, eux, ils ont déjà tout chez eux. Est-ce que vraiment ils ont besoin de nous, quoi? Tu vois, là, dans cette En tout idée. cas, voilà. En tout cas, effectivement, tu te rends compte que l'étude de la langue, elle est dans notre pratique, elle est quand même importante Bien sûr. et elle permet d'affiner notre compréhension parce que finalement, on se base sur des traductions qui ont Mm. été faites à une certaine époque, notamment, on en parlait tout à l'heure, le terme méridien, la traduction wuxing par 5 éléments, qui est pas, Pas juste, ouais, tout à fait. wuxing veut pas dire élément. Il y a une Mm. notion de mouvement, de circulation, effectivement, mais pas d'éléments, ce qui tend aussi à créer parfois de l'incompréhension chez certains. Regarde chez nous, rien que le fait d'utiliser le nom des organes pour les méridiens, c'est dramatique. Voilà, c'est ça. C'est, C'est ça. les gens ont peur. Enfin, tu sais, tu n'avais pas vu, c'est un truc de la médecine de Molière où quand ils ont ramené l'acupuncture la première fois, en fait, ils poncturaient vraiment les organes à l'aiguille. Et ils ont abandonné parce que ça n'avait pas des. Ouais, je me doute, ouais. Ils ont dû vite abandonner, ouais, effectivement. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Non, ça Et marche puis, bien. tu vois, le terme chi, par exemple, qui fait couler beaucoup d'encre, tu vois. Alors que c'est un terme qui est très compliqué à traduire, ou qui est pour moi intraduisible. Oui, c'est ça. Il y a pas d'équivalent dans la langue française. C'est un terme qui est utilisé dans plein de contextes différents Mhm. et qui, en médecine, a sa définition aussi. Enfin bref, tu vois,
c'est Puis sûr. suivant les termes que tu mets devant, on va affiner spécifier sa traduction. Ouais, c'est une transformation en fait, parce que, enfin, En fait, il y a plusieurs niveaux tu vois, de traduction. Tu vois, Neil en parle ouais, dans ses cours et dans certains articles qu'il a écrits, notamment en prenant l'exemple du terme chaîne, ouais. compris, Ah, mais ça peut, dans le cadre de la médecine, ça peut faire référence à autre chose. Et il y a toujours une définition à plusieurs niveaux. Il parle de définition fracto-holographique, tu vois, justement, on parlait de fractal tout à l'heure, et que dans la langue classique, il y avait un peu cette idée-là. Tu as une définition cosmologique, tu as une définition dans le monde naturel, dans la nature, tu as une hmm, définition au niveau de l'être humain, puis tu as une définition dans le contexte de la maladie. bien sûr. Et donc, pour donner une traduction mot à mot d'un terme, finalement, il faut traduire toutes les occurrences de ce terme dans le texte, contextualiser à chaque fois et regrouper tout ça. C'est un travail énorme. Bon, maintenant, on a la chance d'avoir l'intelligence artificielle, ça va peut-être plus vite. C'est super littéraire. Ça, Mais puis on a des bases de données, tu vois. Neil en parle beaucoup. On a les textes classiques ont été numérisés, donc pour chercher toutes les occurrences d'un terme, par exemple, bah, ça te prend un peu moins de temps que ouais. chercher page par page. Ah, joli, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais Donc voilà, ça facilite les choses. Mais ouais, tout ça, voilà, tu te rends compte que l'étude de la langue, même avoir une culture légère de la langue, ça permet quand même d'avoir une compréhension plus fine de c'est sûr. certains concepts en fait, hein, finalement. Mais Ce et qui c'est est... vrai que c'est un des gros handicaps que je trouve à l'enseignement de nos pratiques aujourd'hui. Hein, Hmm. rien que le temps, tu sais que quand le pinyin s'écrivait même pas comme aujourd'hui, quoi. Hein, Oui, que oui. Bah, t'as texte, certaines écoles qui encore utilisent les- l'ancienne transcription phonétique, alors ouais. que tout le monde s'est mis au pinyin. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur ça. mais, Et mais c'est important, effectivement, la langue, c'est la clé de la pensée, quoi. Hein, bah, surtout pour une langue comme le chinois, surtout. Et c'est vrai qu'on n'a pas on n'a même pas le temps en tout cas à l'heure actuelle, dans le cadre de l'organisation des formations telles qu'elles sont aujourd'hui. hmm. Voilà, déjà On est- voilà, il n'y a pas le temps de faire de certaines choses, il n'y a pas assez de pratiques cliniques parfois. hmm. Donc voilà, il faudrait rajouter des heures de formation en fait, hein, tout simplement. Oui, puis enfin, par exemple, moi, tu vois, enfin, je pense quand même que l'idée, par exemple, de l'astrologie chinoise, enfin, tu sais, de cette organisation en 10 troncs célestes, 12 branches terrestres, qui, elles, peuvent avoir une résonance directe avec le corps, enfin, tu vois, Mhm. moi, enfin, si je devais réapprendre la médecine chinoise à partir d'aujourd'hui, je commencerais par ça. Oui, Parce bah ça fait partie du corpus théorique qu'on est censé connaître, mais à ma connaissance, qui est très rarement enseigné. c'est ça. Ou alors en formation continue, tu vois, mais on devrait pas l'avoir en formation continue, on devrait l'avoir dans nos formations initiales. Tu vois. Complètement, sachant qu'en plus, tu sais, enfin, tu vois, dans ces arts, finalement, tu as déjà toute une partie de ton diagnostic qui se fait naturellement. Enfin, tu vois, le yang shen de la personne. Moi, Hmm. j'affine beaucoup tout ce qui est métaphysique chinoise. Là, je suis rentré dans l'étude du Chimen Doutia, Doujia? D'accord, ouais. et donc avec les 9 carrés et tout ça, et tu t'aperçois de la profondeur, tu sais, du nombre de niveaux logiques, tu vois, qu'il est Hmm. capable de rajouter pour arriver à une information précise en fin de compte. Oui, Euh, puis même ne serait-ce que tu vois tu parlais des troncs et des branches, le calendrier est basé sur ça. c'est ça. L'être humain, finalement, c'est un calendrier vivant en quelque sorte, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. si on veut comprendre, on devrait étudier le calendrier dans nos formations, le calendrier chinois traditionnel. Sachant que tu vois, il y a une grande part de mystère parce que tu sais, dans ces milieux de l'astrologie chinoise, on parle toujours de faire les calculs à la main et tout ça, mais en fait, personne fait les calculs à la main. Tout le monde a un âme Non. à un moment donné qui va ouvrir à la bonne page pour aller Oui, chercher. voilà. Pas, tu vois, cet almanach, Mais ouais, ouais, tu vois, ne serait-ce que qu'avoir des bases dans le calendrier chinois pour comprendre comment l'environnement joue sur. respire et finalement, par résonance, comment notre physiologie
c'est et ça. modulé par ces changements rythmiques du milieu en fait. Donc C'est c'est on présenté est dans le classique, quoi, hein. Tu vois, oui. c'est d'ailleurs comme ça que c'est véhiculé dans le Souen, où on t'explique la cosmologie, et puis ensuite Hmm. et- enfin, tu vois, avant de rentrer vraiment dans le Ling Shu avec tous les aspects pratiques, corporels, médicaux, etc., quoi. Quand tu vois ce que j'évoquais tout à l'heure, la définition d'un être humain, ping run, tu sais, l'être humain en état d'équilibre, l'homme à l'équilibre, que Ouais, c'est voilà effectivement une circulation sanguine, on va dire optimale, qui prend en compte des paramètres de pulsologie, hein, du pouls, hein, pour le coup, bien sûr, et que cette circulation, elle doit être en résonance parfaite avec les rythmes naturels finalement. Donc ça c'est veut sûr. dire que notre santé dépend d'une d'une De ce qui d'une nous entoure, connaissance, voilà, d'une connaissance aussi de notre milieu et de son caractère cyclique. c'est Ce sûr. qu'on a aussi un peu oublié, d'après ce que j'observe au quotidien dans notre culture aussi, tu vois. Les gens ont Ouais, oublié que la nature est cyclique. Bon, les gens savent qu'il y a des saisons, tu vois, mais bon, vraiment, quoi, ouais. voilà. Tu vois. Et encore. Oui, heureusement que le changement climatique pour pouvoir aborder ce genre de sujet, tu vois, c'est vrai qu'il y a peut-être une faille, enfin, tu sais, un créneau à prendre dans ce cadre-là, quoi. Parce que, Mais voilà, moi je discute beaucoup avec mes patients sur voilà leur faire remarquer ou voilà leur pointer du doigt que l'environnement est cyclique et que leurs propres rythmes biologiques des rythmes qui tendent à se synchroniser avec un environnement qui est cyclique. bien sûr. Donc et que la santé découle en partie de ça, hein, pour le coup. Ouais, non, mais c'est sûr que on est un peu condamné, enfin, on est un peu condamné par l'esprit en Occident pour ça, parce qu'on a toujours envie de chercher des théories, alors qu'en fait, quand tu regardes bien, tu parlais de paysans qui vivent au contact de la terre, des saisons, Mhm. des choses qui, naturellement. Voilà, c'est ceux qui ont gardé parce qu'ils voilà ils ont pas le choix, ils vivent avec leur milieu, ils font avec et d'ailleurs comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est les seuls qui ont la compréhension des saisons qu'ont les Chinois en fait. C'est incroyable, c'est Voilà. incroyable. Moi, Et tu vois, j'ai deux jeunes patients qui ont la trentaine, qui sont maraîchers. Et on parlait de ça et un des deux patients me disait mais enfin quelqu'un qui comprend que le printemps commence en février. Je disais ça à tout le monde, personne ne me croyait. ah, Donc ah parce non, ils voient les changements naturels, ils voient la conséquence sur leur culture et voilà, ils ont compris par l'observation. bien sûr. Ouais, moi, je retrouve ça, par exemple, dans les Qigong, tu vois, il y a beaucoup d'aspects qui sont liés au mouvement. On a toujours l'impression que c'est, tu sais connaître le mouvement ultime, tu sais, qui va te permettre tu sais, de rester en bonne santé, de briguer Hmm. l'immortalité ou Dieu sait quoi. Alors qu'en fait, c'est plus ta capacité justement à être dans n'importe quel mouvement, euh, tu vois, de revenir au niveau du cœur, d'éteindre le cerveau et de revenir au cœur pour pouvoir vivre ton mouvement, en fin de compte, hein, qui Ouais, fait. et puis il y a, pour moi, il y a cette idée aussi que pour parler du Qigong, que le Qigong doit être en accord avec le moment euh, Bien sûr, propice de cette respiration yin-yang de la nature, tu vois. bien sûr. C'est-à-dire que ce soit sur le cycle jour-nuit circadien ou le cycle saisonnier, puisque c'est une mécanique similaire, une respiration yin-yang, tu vas pas aller faire un qigong style Baduanjin version Shaolin à 20 heures le soir, tu vois. Ouais, ouais, Sinon tu risques d'avoir du mal à t'endormir, tu vois. ça va comme Parce que voilà, c'est pas en accord avec le mouvement de la circulation sanguine qui est bien censé sûr. revenir un peu plus vers les dzang le soir et la nuit, Mhm. justement pour permettre la rentrée dans le sommeil, tu vois. Bien Et sûr. si tu vas faire ton cardio pendant une heure ou un qigong qui mobilise fortement le qi et le sang, bon bah il y a des risques modérés Et, certes, mais d'insomnie. et tu peux avoir peut-être, tu sais, des moments entre 20 heures, l'heure du chien, Hmm. tu sais, où tu as justement ce côté un peu apéro, enfin, tu sais, qui peut être mobilisateur, Ouais, ouais. mais il y a toujours un moment où, voilà, c'est un peu le dernier sursaut, tu sais, avant la fin de journée. Avant,
Avant l'extinction des feux, ouais. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne comprend pas du tout. C'est comme le sommeil, là j'étudie un peu, tu sais, les conséquences sur le sommeil et tout ça. C'est très impressionnant de voir qu'en fait, c'est notre première médecine. Enfin, tu vois, c'est quelque chose dont on parle très peu. Enfin, les gens, enfin, sauf quand on a des problèmes. Alors qu'en Hmm. fait, enfin, rester en bonne santé, perdre du poids, travailler l'intelligence, le relâchement, il faudrait dormir comme si c'était un boulot, quoi. Tu vois, Ouais. Et puis tu te rends compte qu'il y a énormément moi j'ai énormément de patients qui ont des problèmes de sommeil. Hmm. Pas forcément, ils viennent pas forcément pour ça en termes de motifs de consultation, mais quand tu fais l'anamnèse, c'est présent chez beaucoup de monde. Au moins un réveil par nuit. Alors, il y a beaucoup de patients qui considèrent ça comme normal. Tu sais, oh, ben, je me réveille pour aller aux toilettes, tu vois. Ouais, ouais, Voilà, tu vois. Mais non, c'est pas. il y a sur les patients en tout cas qui consultent, il y en a pas. C'est pas la majorité qui ont un sommeil d'une traite finalement. Tu Ouais, vois, ouais. un sommeil de plomb, un sommeil de bébé, quoi. Après, ça vient, je pense, beaucoup du foie et tu sais, de la Hmm. stress, quoi. Tu sais, on a des vies, finalement, où on n'a plus le temps de décrocher. Je crois que, tu sais, c'est l'idée des écrans, c'est un peu une camisole électronique et ça nous rend prisonniers de nos esprits et on a toujours quelque chose à faire quand on se pose, entre Hmm. guillemets, qu'on est reposé. Et bien, en fait, on prend un écran et on vit des émotions qui sont pas les nôtres, quoi. Tu vois, Hmm. c'est quand même fou quand on y Ouais, et pense, puis hein. quand tu parles du foie, mais quand tu sais que le foie, c'est l'équivalent du printemps. C'est le printemps dans le corps, tu vois. Tu vois, Édouard Ni, il parle en ces termes. Il dit pas le foie est associé au printemps. Il dit le foie, c'est le printemps dans le corps. Donc il est Waouh. associé il est vraiment associé au mouvement d'ouverture dans le corps. Donc c'est-à-dire la dilatation des vaisseaux, par exemple. Tu vois, Hmm, l'afflux de sang vers la périphérie, le printemps du corps, quoi. La montée de d'accord. sève, en quelque sorte. Mhm. Et cette montée, elle est censée se produire. Euh, elle est... Attends, j'ai mon fils qui vient m'interrompre. Ah, Attends, attends, non, attends. ah, C'est en direct. ah là là, Bonjour. salut, salut. Le futur acupuncteur. Et, Ah, ouais, ouais. donc, effectivement, tu vois, on a tendance à croire que l'horloge circadienne de la MTC, tu sais, l'heure du foie, alors qu'en fait, l'heure du foie, le foie, sa période de pic d'activité, c'est l'équivalent du printemps dans la journée, en fait. Ouais, Donc, c'est une période qui est beaucoup plus vaste que celle qu'on croit. D'ailleurs, qu'il n'y a 2 pas heures. de fondement théorique par rapport à cette horloge circadienne. Et effectivement, quand le foie est en sur-régime, bah, Mhm. son mouvement d'ouverture l'est aussi. Donc, tu as un afflux de sang qui est naturellement plus important vers la périphérie du corps et le sommeil en est perturbé automatiquement. On trouve la même chose en post-mondial entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi, où justement les gens sont au contraire fatigués à ce Voilà. moment-là, Ouais, ouais, c'est ça. réponse de la journée. Voilà. Ouais, 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 exactement. Mais c'est Et- vrai que mais c'est très intéressant de cette idée du foie et parce qu'en fait c'est l'association entre les branches terrestres, les 12 branches terrestres et les organes qui a été un petit peu Oui. raccourcie. Ouais, C'est ouais. ce qui parle de Parce qu'en- l'horloge circadienne finalement. ouais, ouais, tu vois, pour citer Neil, il en parlait en ces termes, tu vois, il- l'association, la résonance qu'on fait entre les 5 périodes saisonnières et les 5 dzang, bah, elle Mhm. existe sur la journée. En fait, la Ouais, journée est divisable en 4 ou 5 périodes et l'heure du foie, bon, ça correspond à une période de la nuit jusqu'au milieu de la matinée, grosso modo, quoi, tu vois. un peu le mois de février de l'année quoi. Voilà, Mhm. c'est de février jusqu'à fin avril, début mai. Et si décembre est minuit, tu vois, en février, on est juste quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. Donc on pourrait dire qu'effectivement, avec en plus nous on a des heures d'été et d'hiver pour simplifier la chose. ça, il Euh, Mais voilà, effectivement, tu remarques que les gens se réveillent souvent aux alentours des 2 heures du matin dans ces périodes-là, de 3 heures. Et faut- donc c'est à peu près en heure d'été après, c'est l'après-minuit solaire. Donc Mhm. voilà, c'est la fin de l'hiver et c'est les prémices du printemps qui vont commencer, quoi. Bien sûr. Donc Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une vraie cohérence, mais il y a des gros problèmes de traduction, quoi. Enfin, on fait des amalgames entre tout, ça gâche un peu les niveaux logiques qui peut exister entre ces hmm. systèmes. Tu vois, on mélange, comme on disait, méridien, organes, sur l'horloge et tout ça, Ah et ouais, c'est ça.
pour la compréhension, quoi. Ne serait-ce que dans le, tu vois, en acupuncture, dans le diagnostic différentiel, tu as dans la pulsologie, traditionnellement, t'as le pouls radial, bien évidemment, mais t'as la comparaison, par exemple, du pouls radial et du pouls carotidien qui est plus enseigné et qui Oui. permet d'évaluer aussi, entre autres, des états relatifs de plénitude ou d'insuffisance dans les grands vaisseaux, tu vois. Ah, mais moi, ça a changé ma pratique hein, d'utiliser la comparaison entre le radial et le carotidien. Maintenant, Bah, t'élargis ton spectre bah, des possibles, en fait, au niveau des... enfin, tu vois, c'est mon premier éminent quand j'établis un tableau pathologique, quoi. Tu vois, quel que Et, soit sur les poux radio, tu vois, tu vois, s'il y a un rapport ouais, ouais, de ouais. Et change d'ailleurs, la définition de la santé parle dans le Ling Shu du pouls radial et carotidien, hein. Donc une secoue. voilà. Et donc on te dit que normalement les deux pouls sont censés être d'une intensité identique, une force perçue identique, relative, avec des légères variations saisonnières. Mhm. Euh, alors que en fait en MTC, ce pouls il est plus enseigné quoi. Il est plus enseigné. Et c'est complètement fou quand on y pense, parce que il est quand même cité 3 fois dans le Ling Chu. C'est quand même pas anodin. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Tu vois, et même les autres poux, tu vois, t'as Sanbu Juru, le pou ouais. des 3 régions et des 9 secteurs, par exemple, qui est aussi un pou important. Mhm. Bah, finalement, ils prenaient le pou un peu partout, quoi. C'est Oui, pour simplifier, hein. bien sûr, bien sûr. Et tu te rends compte que même la nomenclature qu'on utilise pour le pou radial et les 3 loges du pou radial aujourd'hui, elle Mhm. peut faire référence aussi à la nomenclature qui était utilisée pour décrire les variations de la texture de la peau de l'avant-bras. Quand dans le Neijing, on observait aussi l'avant-bras, tu sais. Ouais, Et effectivement. donc, on parlait de rugueux, tu vois, de Mhm. tendu pour la peau, tu vois. Ouais, ouais. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas eu Et encore, une mauvaise interprétation parce que moi, le pouls des 3 loges, pour être honnête, euh, il y a certains sinologues, il y a Éric Marié qui en parle dans un ouvrage sur le pouls qui est très intéressant d'ailleurs, qui est pas très connu, ouais. où certains auteurs chinois pensent, pas tous, hein, mais pensent que c'est comme un glissement sémantique en fait de Sanbujuru, en fait du pouls des 3 régions et des 9 secteurs, qui s'est retrouvé pour des régions. Alors il l'explique pour des raisons essentiellement j'en parle dans le livre d'ailleurs, à la fin, d'évolution des mœurs. Certains pensent que le fait que dans l'aristocratie chinoise, à une certaine période, on n'ait pas pu toucher certaines régions du corps chez les femmes, Mhm. euh, a favorisé une concentration de la palpation du pouls sur le poignet Ouais, et le développement potentiel d'autres méthodologies comme l'observation de la langue bien sûr. qui permettait justement d'observer des changements sans toucher les patients en fait. Ah, ouais, ouais. Mais ouais, ouais, les poux, finalement, tu te rends compte que ce qui est décrit dans le Neijing est infiniment plus complexe même que dans d'autres ouvrages qui traitent uniquement que du pou radial finalement. Oui, c'est ça, parce que le radial, c'est quand même un outil incroyable. Enfin, je veux dire, Mhm. les 3 loges Ah bah sont oui. très distinctives, mais c'est vrai que on travaille pas. Enfin, moi, je pense encore une fois que le fait de donner des noms d'organes aux loges, c'est effectivement une erreur, quoi. Mhm. Parce que Oui, par moi, tu vois, moi, si je veux faire remonter l'eau, tu sais, au niveau du cou, je vais pas forcément utiliser le rein ou la vessie. Mhm. Tu vois, c'est ça. Donc, du coup, il y a quand même une inadéquation Ouais, par rapport. ouais. Et finalement, tu te rends compte que voilà, ils insistent beaucoup sur le pouls, donc tu te rends compte que finalement l'aspect circulatoire et finalement Et, vasculaire est fondamental dans la compréhension dans l'acupuncture en fait finalement. et le maintien de la santé. Et le maintien de la santé, il faut que ça circule quoi, finalement, si on le simplifie. L'idée, bouger pour rester en bonne santé, on commence à Bah, avoir ce tu truc. vois, t'as deux pratiques. Bon, je caricature, mais t'as deux pratiques préventives. T'as la diététique qui va te permettre de quelque part de produire l'aspect qualitatif du sang. Hum, hum, Donc hum. Yin Qi, Wei Qi notamment. Donc ces deux dynamiques de l'organisme. Et t'as le Qigong qui quelque part vise aussi à favoriser la circulation du sang
en Ça, accord avec les rythmes naturels. Puisque c'est le chi et le sang qui apportent le chêne. c'est Donc le ça. chêne, dans ce cas-là, Neil le traduit par, non pas par esprit, mais par cohérence organisationnelle, ordre. Ouais, Donc tu intéressant. vois, ce qui permet de maintenir l'ordre et la cohérence des systèmes physiologiques, c'est la circulation du chi et du sang. Ouais, c'est Euh, comme, et comme donc, approche, ouais. ça rebondit sur la définition de la santé qui est présentée dans le Ling Shu, à savoir une circulation sanguine optimale Mhm. euh, qui est rythmée par un ordre numérique naturel, en fait, des cycles naturels, quoi, finalement. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des systèmes qui sont tellement, comment dire, enfin, je suis content de vivre à notre époque parce que c'est vrai que quand tu vois les gens qui travaillaient dans les années 90, le peu de sources qu'ils avaient à disposition, Oui, enfin, tu vois, on a la chance là d'avoir. d'avoir vraiment des choses, puis en plus avec toutes les oppositions qu'il y avait, parce que quand je vois des gens comme, tu sais, ben, je citais Au Becker qui a travaillé sur il a fait c'est le premier à avoir conçu des détecteurs de points, par exemple. Mhm, En fait, il est capable, en relevant des petits vortex à la surface de la peau, de, comment dire, de révéler il y a quelque chose, quoi. Donc, mhm, il y a des détecteurs de points. Je pensais à Musa aussi, qui a fait beaucoup de travail sur la physique de l'acupuncture, les os, etc. mhm, Tu vois, l'idée de penser à ton aiguille comme une petite électrode avec une circulation d'électrolytes à l'intérieur du corps et tout ça, enfin, tu vois, c'est des gens qui font avancer le schmilblick, si j'ose dire, hein. ouais, 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 j'entends. Ouais. Parce que Ouais. sinon, c'est vrai que on est obligé de remplacer ce qu'on comprend pas par une forme de, tu sais, chamanisme, hein, Oui, oui. Qui, c'est effectivement ça. Ouais. voilà. Mais bon, c'est vrai je trouve que c'est vrai que c'est des pratiques qui gagnent à être connues et c'est vrai que enfin, en tout cas, j'étais très content de te recevoir pour Bah, écoute, c'était un euh, plaisir. c'est un magnifique ouvrage que tu nous as fait ici, hein, donc Bon, disponible sur Amazon, c'est ça? voilà, disponible sur Amazon et à mon cabinet. Mais Et, là, ça fait de la route, donc mais en tout Amazon, cas, c'est plus pratique. ouais, c'était ça. En tout cas, je me suis régalé. Bon, bah super. En fait, L'aspect, c'est un peu la difficulté que je me suis mise, c'est-à-dire c'est de produire un petit ouvrage sans trop de prétention, ouais, ouais. qui puisse rendre accessible jusqu'à mes patients, aux Mhm, mhm. étudiants, aux praticiens s'ils veulent, ou même au corps médical. Les théories, l'histoire certes, mais les théories fondamentales de la médecine chasse et de la Q, sans les rendre simplistes, tu vois. Ouais, ouais, non, Tu vois, sans simplifier à outrance et prendre les mots originels, quoi. voilà, et puis pas finir par dire bon, c'est l'énergie qui circule dans les méridiens, quoi. Tu vois, Ah, tu vois, ah, ce ah, qui ouais, nous fait hérisser le poil. Bon, et donc c'est un peu voilà le but de la manœuvre, quoi. ouais, non, mais en tout cas, c'est très réussi et encore une fois, j'étais très content de te recevoir pour qu'on puisse en Bon, discuter un petit peu. C'est toujours un plaisir. bah c'était un plaisir. Écoute, Et puis, je vais te rendre à ton fils, du coup, ouais, te voir. Mais de toute façon, on aura le replay qui sera disponible sur la chaîne. Là, ok, ça marche. et puis en tout cas, merci à toi pour ce travail Bah avec plaisir, et puis merci à toi aussi pour bah, cet échange. t'es content. Là. C'est vrai que j'aime beaucoup pouvoir parler de tous ces sujets parce que ça mérite d'être connu et d'être Ouais, mis en avant, quoi. Tu vois, ouais, 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 tout à fait. Ouais. bon, bah écoute, c'est super, Jason. Et puis, et ben, à une prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est quoi, tu pars en vacances un petit peu ou t'as choisi? Je suis revenu là. Ah, c'est Je suis parti en juillet et là, bah, là c'est la reprise ah, à fond les ballons. waouh. Ok. Voilà, donc ça bosse tout le mois d'août là quasiment. Donc j'ai pris un peu de vacances, quelques jours pour poser, mais ouais, ouais, de grosses Bon, semaines. On fait de grosses semaines, mais bon, la, la- quand on aime, on ne compte pas. ouais, il faut. Bah écoute, la force soit avec toi, Jason, et puis à bientôt, j'espère. Ouais, merci à toi, Ludovic. Salut. Salut, salut.